Bonjour à tous. Tout d'abord, je remercie mes amis de MG Maroc pour l'invitation, pour m'avoir associée à cette formation médicale continue, avec en tête Madame Chicha Alami et mon ami Hamid Dernouni, Sibrada et tous les collègues, certains que j'ai croisés rapidement. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis enseignante à la fac de médecine de Rabat et à la fondation Cheikh Zayed, et je suis dermatologue au CHU de Rabat. Je suis aussi chef de département endocrinologie et maladies de peau au niveau de l'université et expert dermatopédiatre et dermato-allergo. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc, on m'a demandé de parler, au fait, on a choisi ensemble les urgences dermatologiques parce que je pense que pour les confrères praticiens généralistes, c'est toujours une problématique d'avoir des lésions cutanées, aussi bien pour l'interprétation des lésions et les orientations diagnostiques que pour savoir séparer les urgences de ce qui n'est pas urgent, parce que vous le savez bien, tout ce qui est rouge n'est pas forcément urgent. Donc, c'est tout l'intérêt de la question. Alors, je n'ai aucun conflit d'intérêt, donc je n'ai aucun lien avec l'industrie pour cette présentation. Donc, au fait, ce qui est bien en dermatologie, c'est que le diagnostic va reposer essentiellement sur vos connaissances. Donc, d'abord, il faut faire un très bon interrogatoire, plus l'interrogatoire est précis. On va voir, même dans les petites questions simples, plus on est précis, mieux on s'oriente dans le diagnostic. L'examen physique qui commence par l'examen dermatologique et bien entendu certaines investigations complémentaires si on en a besoin. Alors l'accessibilité des yeux et de toucher à la peau, normalement, doivent être un allié, d'accord, parce que dès l'inspection, on peut avoir des idées diagnostiques. Mais parfois, on est obligé de réaliser une biopsie pour confronter la clinique à l'histologie. Donc, en fait, ce qui est important, c'est l'analyse sémiologique des lésions élémentaires. C'est très, très important. Donc, il faut se rappeler de vos lésions élémentaires. Alors, c'est le mode de réponse de la peau aux différentes maladies et agressions. Et la lésion, à partir d'une lésion élémentaire cutanée, on peut faire une approche syndromique, c'est un petit peu l'alphabet et la sémiologie de la peau. Donc, il faut une analyse descriptive la plus précise possible dans la couleur, la forme, la topographie, les contours, le contenu, etc. Plus on est précis, mieux on s'aide ou on s'approche du diagnostic. Et puis, bien entendu, comme vous le savez, la peau, ce n'est pas uniquement le tégument, c'est toutes les muqueuses, oculaires, conjonctivales, nasales et génitales. Et c'est les cheveux et les ongles aussi. Donc, n'hésitez pas à regarder, ça peut être très rentable. Donc, pour examiner la peau, il faut un patient nu et en bon éclairage. Méfiez-vous des gens qui vous montrent, regardez, j'ai ça. Méfiez-vous de ça parce que ce qui se cache peut sauver le diagnostic et peut carrément être plus urgent que ce qu'il va vous montrer. Donc, s'il vous plaît, déshabillons les malades, un bon éclairage de jour si possible, une inspection attentive et puis n'hésitez pas à toucher. On va caresser, plier, pincer, tirer la peau, etc. On peut appuyer, frotter. Donc, il y a des petits gestes qu'on fait qui sont solvables pour le diagnostic. Et puis, on peut s'aider de certaines petites méthodes, comme la vitropression, soit à l'aide d'une lame, par exemple, ou juste la pression au doigt pour voir si on chasse le sang ou pas, si c'est congestif ou pas, si c'est fixe ou pas. Donc, la pression, la vitropression, on peut la faire avec le pouce, en appuyant en profondeur. Et puis, on peut aussi utiliser la lumière de Wood dans certains cas, ça peut aider. Nous, aujourd'hui, notre stéthoscope en dermato s'appelle le dermoscope. On ne s'en passe plus et c'est très intéressant pour beaucoup de situations. Donc ça, c'était une introduction pour vous rappeler un peu le b.a.-ba de l'examen dermatologique. Maintenant, concernant les urgences dermatologiques. Je sais que c'est un atelier, mais je pense que le petit préambule est nécessaire pour les rappels. Donc, les urgences dermatologiques est un motif de consultation très, très, très fréquent aux urgences, que ce soit les urgences hospitalières ou les urgences dans les cabinets médicaux et dans les centres de santé. Surtout que certains peuvent traîner des lésions longtemps parce qu'ils pensent que ce n'est pas urgent, que ça va disparaître avant d'arriver chez vous. Donc là, les urgences peuvent être aussi relatives. Et que les urgences dermatologiques vont relever de multiples étiologies. Bien entendu, les plus fréquentes restent les infections,
les urgences infectieuses, mais aussi il y a les urgences auto-immunes et les urgences dites environnementales, c'est-à-dire dues à des facteurs exogènes, comme les médicaments par exemple. D'accord ? Et ça aussi, on en voit de plus en plus et on va être très sensible à ça. Et puis certaines maladies qui ne sont pas dermatologiques, mais qui engagent le pronostic vital, peuvent avoir une première expression dermatologique. Je cite tout simplement le purpura dans le purpura fulminans dans la méningite par exemple. Ou là, les nodules cutanés ou subcutanés dans la... Non, pas l'érythème nourreux, ce n'est pas une urgence vitale. Les nodules du rendu Osler. D'accord ? Donc méfiez-vous de ce genre de manifestations qui paraissent gentilles, anodines, mais qui peuvent cacher des maladies non dermatologiques qui compromettent le pronostic vital. Donc ça fait partie aussi des urgences dermatologiques. Donc là, c'est très important. Et donc le diagnostic va être clinique, bien entendu, avec éventuellement d'autres examens. Nous allons voir ça à l'aide de cas cliniques. Et n'hésitez pas à vous entraider entre vous et avec les spécialistes. Donc, quel est l'intérêt de cet atelier? C'est de reconnaître un peu les symptômes et les signes d'alarme. Je vais insister sur les signes d'alarme cutanés qui doivent attirer votre attention et vous dire, attention, c'est peut-être une urgence dermatologique ou vitale. Il faut éviter les complications parce que plus on fait un diagnostic précoce au niveau de la peau, plus on évite le surcoût et les complications, ça va de soi. Et puis, bien entendu, c'est l'économie de santé parce que si je traite une infection avec 8 jours d'antibiotiques ou un antibiotique topique, j'évite les complications qui nécessitent l'hospitalisation, la voie veineuse et tout le reste. Ça va de soi. Donc ça, vous le savez très bien et ça fait tout l'intérêt de ce genre de topo. Donc, comment va se dérouler cet atelier? Alors, on va essayer d'être interactif dans la mesure du possible. J'ai mis beaucoup de cas cliniques. Je m'arrêterai en fonction du timing. Donc, il y en a beaucoup de cas, mais ça dépendra. Alors, je vais vous demander vos hypothèses diagnostiques à chaque fois. Et je vais vous demander quelles questions poser aux patients pour l'orientation. C'est très important, la pertinence de l'interrogatoire. Et puis, s'il y a un examen à faire devant chaque cas clinique, donc on va travailler ensemble. Donc on va commencer par un quiz très facile pour nous échauffer, j'aime bien ça. Alors les urgences au quotidien, ça vous les voyez régulièrement autant que nous. Rapidement, les furoncles et furonculoses, vous les reconnaissez, n'est-ce pas? Comment vous les traitez? Soins locaux, c'est tout, sans antibiotiques. Alors, antibiothérapie locale ou générale? Pour un furoncle général. Très bien. Donc, si on a une lésion, une lésion, soins locaux, antibiothérapie locale, et on surveille et on reconvoque après 5 jours ou 6 jours le malade. Si par contre, vous avez une furonculose, qu'est-ce qu'il faut faire? 2 gestes à faire. Quel bilan? La glycémie. S'il y a quelque chose à faire devant une furonculose ou là des furoncles à répétition, demandez la glycémie et l'hémoglobine glyquée. Vous le savez très bien parce que la glycémie, une fois, ne sert à rien. On le sait très bien maintenant. Il suffit de la glycémie alors qu'on est diabétique. Donc, faire attention. Donc, furonculose ou furoncle à répétition, 2 réflexes. Cherchez le diabète et traitez par voie générale. D'accord? Alors, un antistaph, c'est l'idéal. Si vous voyez que c'est trop inflammatoire, donnez une amoxicilline protégée pour couvrir le staph et le strepto, parce que les furoncles, c'est souvent le staph, mais des fois, il y a une association de germes. Donc là, je vais aller vite parce que c'est des choses faciles. Par contre, est-ce que c'est la même chose ici? Qu'est-ce que c'est? Très bien. Comment vous traitez l'anthrax? Alors l'anthrax, c'est quoi? C'est le charbon? Non. Non. Absolument. Le charbon, c'est un terme anglo-saxon. L'anthrax, dans la nomenclature anglo-saxonne, c'est le charbon, la maladie bactériologique avec la guerre bactériologique. Ce n'est pas du tout ça. L'anthrax, chez nous, en francophonie, c'est exactement ce qu'a dit madame. C'est une agglomération de furoncles. Donc là, il faut taper très fort. Il faut minimum une amoxicilline protégée, minimum 10 jours à 15 jours de traitement avec des parages, des soins locaux et chercher les tares. Parce que pour faire ça, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut explorer le terrain. Donc là, voilà, on est devant des cas plutôt faciles, donc je vais aller plutôt rapidement. Mais rappelez-vous que les furoncles, les furonguloses et les anthrax passent toujours par un stade inflammatoire, d'accord, où c'est ferme, rouge,
est sensible ou un peu douloureux en fonction des cas. Ça va se ramollir forcément avec un issue de bourbillon fait des polynucléaires neutrophiles, un peu de pus, etc. Et puis le stade de fistulisation où ça va s'ouvrir. Quand c'est des furoncles, ce n'est pas très profond, l'ouverture reste superficielle et la cicatrisation va se faire à la fin du traitement. Par contre, si vous êtes devant un anthrax, la cicatrisation va prendre beaucoup de temps et donc là, il faudra accompagner la cicatrisation jusqu'au bout parce que si ça reste ouvert, ça reste une porte d'entrée, ça risque de récidiver. Donc là, c'est facile, on passe. Donc là, c'était un anthrax et donc c'est essentiellement le staphylocoque. Donc visez le staphylocoque. Si vous n'avez pas de résultat ou si vous soupçonnez une association, donnez une amoxicilline protégée pour couvrir aussi le strepto. Bien, qu'est-ce que c'est? Rapidement. Un phlegma. Très bien, donc là, on est dans des urgences faciles. Et là, c'est quoi? Une lymphangite avec un point de départ de cette plaie, une plaie de cuisine. Et voilà, donc il y a la lymphangite, regardez, c'est très facile à reconnaître, mais il y a aussi les récipelles. Attention. Il y a aussi la rougeur localisée, on va voir ça tout à l'heure. Et je rappelle que les érysipèles, vous pouvez l'avoir sur n'importe quelle zone de l'organisme. On va voir des cas tout à l'heure. Donc là, c'est des cas plutôt faciles. Alors, abcès et phlegma, qu'est-ce que vous faites? Très bien. Antibiothérapie, incision. Une petite incision de drainage et on le laisse en ambulatoire. Hein, ce n'est pas la peine d'hospitaliser. Pour la lymphangite, on traite comme un érysipèle. On va voir le traitement tout à l'heure, donc on va aller vite. Et ça, qu'est-ce que c'est? Très bien, voilà. Donc là, on est devant des situations très faciles, reconnaissables, pas d'urgence vraiment. C'est des urgences, parce que ça peut se compliquer, mais ce n'est pas des urgences vitales, on est bien d'accord. Mais vous savez qu'à partir de ces petits bobos, vous laissez traîner et bonjour les dégâts. Donc, c'est des urgences relatives. Donc ici, le psychosis. Alors, je rappelle juste que le psychosis, c'est un magma de pustules et de furoncles qui survient sur des zones à poils drus, essentiellement la barbe chez les hommes, mais ça peut se voir ailleurs. Ça donne des pustules, des nodules sous-cutanés inflammatoires et c'est essentiellement bactérien, staphylococcique en premier. Tout ce qui est pileux, c'est essentiellement le staph, d'accord? Donc, si ce n'est pas pileux, si le follicule n'est pas touché, on est plus dans le strepto, mais on peut avoir des associations par contamination. Donc là, je rappelle juste que le psychosis peut aussi être mycosique, d'accord? Donc, si vous avez un traitement, il faut toujours commencer par l'antibiothérapie, bien entendu. Si jamais ça ne marche pas, pensez à faire un prélèvement et si vous avez un dermatophyte, traité comme tel. Donc voilà, les anaérobies, non, pour ce genre de choses, non. Donc c'est essentiellement le streptocoque et parfois le strepto. Donc ce sont des urgences qu'on voit au quotidien qui sont relativement faciles. Qu'est-ce que vous voyez sur la photo? Une emphalite. Oui? Est-ce que c'est vraiment une emphalite? Ça aurait pu l'être, mais ce n'est pas une emphalite. C'est pour ça qu'il faut avoir l'œil en dermato. C'est quoi le point noir, justement? Hein? Bravo, c'est un kyste épidermoïde qui était longtemps traînant et un jour, boum. Alors vous savez que les kystes épidermoïdes, c'est des bombes à retardement. On ne sait pas quand est-ce que ça va s'infecter, s'exploser, devenir un abcès. D'accord? Mais quand ça s'abcède, c'est une urgence à traiter énergiquement. Et dès que les choses se calment, il faut envoyer pour l'exérèse parce que sinon la récidive est classique. D'accord? Donc là, effectivement, c'était un kyste épidermoïde chez un patient de 54 ans sans antécédent et qui, d'un coup, il nous fait cette tuméfaction qui augmente. Et quand on regarde bien, vous avez ici le petit point noir qui signe l'existence d'un kyste épidermoïde. OK? Donc là, cette photo, juste pour vous rappeler qu'il faut regarder de manière vraiment précise, chercher les petites choses qui sauvent. Donc ici, bien entendu, il faut traiter par voie générale et dès que les choses se calment, chirurgie pour ne pas avoir de récidive. Non. Alors, le kyste épidermoïde abcédé, c'est une amoxicilline acide clavulanique parce que souvent, il y a un mélange de germes. Ce n'est pas uniquement staphylocoque puisque à l'intérieur, la nature du kyste, il y a du sébum, il y a des cellules mortes, il y a des follicules, il y a des choses. Donc, forcément, il y a un magma de germes, donc on préfère traiter de manière énergique. Bien, alors, une autre toujours dans le même chapitre,
Alors, 47 ans, c'est une femme qui a commencé à avoir un syndrome grippal depuis 3 semaines. Et puis actuellement, il y a une altération de l'état général. Déjà, qu'est-ce qui attire votre attention dans l'énoncé clinique? Et alors, j'ai pas mis les phrases au hasard, hein. J'ai choisi mes phrases. Merci. Donc, si c'est 3 semaines, c'est forcément pas une infection aiguë. D'accord? Donc, l'interrogatoire, plus vous êtes précis, plus ça vous aide. Donc, je vois ça, c'est une tuméfaction inflammatoire, ça se voit, n'est-ce pas? On soupçonne ici une issue d'un liquide. Bien, mais c'est quand même mal limité, c'est gros, c'est inflammatoire. Je ne sais pas si la photo est claire. Même si vous voulez bien, la régie. Hein? Ah, la région. Très bonne question. Non, c'est le flanc. C'est le flanc. Comme ça. Bien. Alors, est-ce que vous avez une idée? Urgence aiguë? Non. Ce n'est pas une urgence aiguë. Ce n'est pas dans les 48 heures comme un abcès, un phlegma, etc. On est bien d'accord. Donc, il faut cogiter. Alors, à quoi pensez-vous? Un mal de pote, c'est le rachis. Mais un mal de pote, c'est quoi? C'est une tuberculose. Qui a dit mal de pote? Donc, tu as pensé à la tuberculose. Le mal de pote, c'est rachidien. Donc, voilà, c'est très bon réflexe. Un très très bon réflexe de penser à la tuberculose, parce que ce n'est pas toujours, parce que là, cette femme a été traitée par une antibiothérapie, genre amoxicilline protégée, piostacine, etc., pendant plusieurs fois avant d'atterrir chez nous, d'accord? Et parce que les gens n'ont pas pensé justement à une tuberculose. Donc voilà. Alors, je rappelle que la tuberculose va passer, d'abord l'évolution est soit chronique, soit subaiguë, mais en général, ce n'est jamais aigu. Donc déjà, ça doit attirer votre attention. Ça passe toujours par un stade de crudité, d'accord? C'est les gommes, l'évolution gommeuse. Donc un stade de crudité, un stade de ramollissement, et puis un stade de fistulisation à la peau, n'est-ce pas? D'accord? Et un stade, c'est la même malade, hein. Elle avait plusieurs lésions. J'ai triché, je vous ai montré le stade de crudité, mais elle a d'autres. Ici, carrément, ramollissement, ulcération, et puis la cicatrisation se fait sous forme de cicatrice gaufrée, d'accord? Donc, non, il n'y a pas de douleur. Mais des fois, c'est sensible, hein. Ça peut être sensible, mais en général, il n'y a pas de douleur, contrairement aux infections aiguës. Donc là, ça doit attirer votre attention. Donc, attention à la tuberculose qui sévit encore aussi bien pulmonaire, ganglionnaire que cutanée chez nous. Bon, bien sûr, la forme cutanée est moins fréquente que les autres. Donc, crudité et cicatrisation, regardez, là, c'est plusieurs gommes tuberculeuses. Alors, la leishmaniose, il y a la notion de piqûre d'insectes. Tout de suite après, vous avez la petite papule. En général, c'est les zones photo-exposées ou exposées au milieu extérieur pour les piqûres. Ce n'est pas le flanc, c'est exceptionnel. Et puis, les lésions sont uniques en général, on n'a pas de lésions multiples. Et si on a un doute, eh ben, c'est très simple. Recherche de corps de Leishman, c'est très rapide et c'est facilement reconnaissable. Et puis, quand on suspecte une tuberculose, on va faire le bilan physio tel que vous connaissez, mais on va quand même obligatoirement faire une biopsie. Alors que dans la leishmaniose, je ne suis pas obligée. Si j'ai des corps de Leishman positifs, déjà la leishmaniose laisse à une rançon cicatricielle, je ne vais pas ajouter une cicatrice de biopsie. Sauf s'il y a un doute, bien entendu. Mais si j'ai une positivité à la recherche de corps de Leishman, je fais rapidement, je traite, je lance mon traitement. La tuberculose, on a besoin de preuves parce que le traitement est long. D'accord? Il y a des résistances si je donne à tort le traitement. Et puis, il y a des toxicités hépatiques, oculaires, etc. Donc, je ne peux pas me permettre de lancer un traitement sans preuve histologique, même si cliniquement, je suis à presque sûr que c'est une tuberculose. Donc là, c'était un cas diagnostic différentiel avec les urgences dermatologiques, puisque ce n'est pas vraiment une urgence, d'accord? C'est chronique ou subchronique. Et quand je parle de cicatrice, quand vous voyez ce genre de cicatrice, on dit que c'est une cicatrice gaufrée. Pas la gaufre, mahfoura. D'accord?
C'est pas joli, hein, gaufre. Après, on n'a plus envie de manger. Donc là, on appelle ça une cicatrice gaufrée qui est très, très, très évocatrice d'une tuberculose qui est passée par là. Donc, je rappelle que la gomme tuberculose est un abcès métastatique à partir d'un foyer viscéral qui survient souvent sur un terrain immunodéprimé, d'accord ? Et ça commence toujours par un syndrome pseudogrippal fébricule, et puis l'altération de l'état général, en général, va précéder l'éclosion des gommes, d'accord ? Donc voilà, ça c'est la spécificité des gommes. Alors qu'une tuberculose pulmonaire, on peut ne pas avoir une altération d'état général jusqu'au stade très très tardif. Donc voilà, on peut avoir plusieurs, je passe rapidement. Donc les gommes tuberculeuses sont ici, c'est-à-dire beaucoup de BK et une immunité très affaiblie. On est à ce pôle-là hein, de la classification immuno-anatomoclinique de la tuberculose cutanée. Oui ? Eh ben, c'est une infection, c'est une réaction de l'organisme. Donc il y a frisson, il y a un malaise, il y a la fièvre, tout simplement. Donc voilà. Parce que pourquoi il y a les frissons et tout ça? Parce que c'est une métastase. Donc forcément, il y a un passage dans le sang. D'accord? C'est comme une septicémie de BK qui va partir d'un foyer viscéral, pulmonaire, ganglionnaire ou autre, vers la peau. D'accord? Donc, au fait, c'est comme si c'était une septicémie. C'est pour ça qu'on a l'altération d'état général, la fièvre et le syndrome grippal initialement. C'est bon? Donc là, je passe le traitement. Ce n'est pas le but du traitement. Donc, bien entendu, on va faire tout ce que vous connaissez. Et bien entendu, les diagnostics différentiels se font avec les suppurations froides apiogènes, celles que je vous ai montrées tout à l'heure. Les gommes syphilitiques, attention, et certaines gommes fongiques, c'est très rare chez nous, mais de temps en temps, on en voit. Bien. Alors, une femme qui arrive aux urgences avec cette éruption-là. C'est les urgences d'Avicenne, on nous appelle pour ça. Comment vous décrivez les lésions? Tout de suite. Elle lèche. Vésicule, ok. Croûte, oui. Grattage. Les lésions d'âge différents, mais il manque quelque chose pour parler de varicelle. Qu'est-ce qui manque? Syndrome grippal à l'interrogatoire. Notion de contagiosité à l'interrogatoire, un enfant, un adulte, fièvre et voilà la clé. Si vous voyez ça, ce n'est pas suffisant pour retenir votre diagnostic. Il y a deux choses. D'abord, il faut s'assurer que le début est céphalique. Comme chez l'enfant, le début est toujours céphalique dans la varicelle. Visage, cuir chevelu, si vous avez le contraire, il faut chercher autre chose, d'accord? Vous avez les lésions d'âge différents, c'est un très bon réflexe. Et donc, il faudra poser la question fin bda ou les lésions, donc céphaliques. Ça, c'est le dos, donc vous voyez, il y a une multitude de lésions. Et elle est enceinte en plus. Et regardez, ça a commencé par le visage. Donc, effectivement, si vous voyez ça, on est devant une varicelle. Donc, c'est rien. C'est rien? Waha, si elle n'est pas enceinte, est-ce que c'est rien? Elle lèche. Elle n'est pas âgée, elle a 35 ans. Hein? Pardon? Adulte. Le mot-clé, c'est adulte. On ne raisonne pas devant une varicelle de l'adulte comme une varicelle de l'enfant. La varicelle de l'enfant, il n'y a pas d'urgence. La seule urgence, c'est la fièvre. Il faut que l'enfant ne fasse pas de convulsions. Plutôt la fièvre. Chez l'adulte, il faut avoir le réflexe de faire quoi? Je n'ai pas besoin de sérologie pour ça. Quel est le pronostic chez l'adulte de la varicelle? La pneumopathie varicelleuse. Donc, s'il y a un examen à faire, c'est la radio de poumon. D'accord? Et regardez la radio de poumon. Attention, attention, attention. Même si elle n'est pas enceinte. Si elle est enceinte, là, il faudra... Ça, c'est un cas particulier parce que je dois surveiller l'enfant à la naissance, faire les sérologies, traiter par les immunoglobulines. Donc, c'est compliqué. On va gérer avec les pédiatres à la naissance. Mais même si elle n'est pas enceinte, la radio de poumon est obligatoire. D'accord? Là, on avait de la chance parce qu'elle était au 3e trimestre, donc on pouvait faire notre radio. Mais si le pronostic vital prime sur le vital de la femme, prime sur le pronostic fœtal. D'accord? Donc si j'ai une varicelle sévère, comme ça, avec une altération d'état général, une fièvre, regardez, elle n'arrive même pas à ouvrir ses yeux tellement elle est mal. Donc là,
Même si je suis à la fin du premier trimestre et tout, je fais ma radio de poumon, où là, je traite par excès. D'accord? Si vous ne pouvez pas faire, vous traitez par excès. Donc, regardez, quand je fais la radio de poumon aux urgences, la pneumopathie est varicelleuse chez cette malade. Donc, si je ne la traite pas, elle part en quelques jours, quelques semaines. Hein, d'accord? Donc là, c'est une hospitalisation obligatoire. D'accord? Un traitement par voie intraveineuse, acyclovir, aux doses usuelles. Chez l'adulte, eh ben, il faut faire attention parce que vous pouvez passer à côté. D'accord? Bon, maintenant, vous avez suivi les malades après, vous les avez revus. Mzianine, alhamdoulilah, tant mieux. Mais méfiez-vous, parce que ça peut cacher une pneumopathie varicelleuse qui peut être fatale. Donc là, c'est le grand danger. Alors, chez l'adulte, c'est plus le poumon que les méninges. Chez l'enfant, c'est plus les méninges que le poumon. Donc voilà un des messages que je voulais passer. Bien, donc là, on a fait des cas plutôt simples. Vous avez tout reconnu, n'est-ce pas? Donc voilà, très bien, vous vous en sortez très bien. C'est pour ça que j'ai intitulé cette partie-là « Quiz facile ». On va voir des jambes rouges. Alors, et Dieu sait qu'on voit des jambes rouges aux urgences. Bien. Alors, une jambe rouge avec ces lésions-là. Un malade, pas très âgé. C'est une vieille photo, mais je l'ai mise pour le diagnostic différentiel. À quoi vous pensez ici? Très, très bien. Très, très bien. Il a pensé tout de suite au diabète. Oui, là, ce n'est pas une urgence vitale ou une urgence, mais c'est chez un malade chez qui il faut obligatoirement chercher un diabète. D'accord? Donc là, c'était effectivement une furonculose chez un diabétique qui est situé de manière un peu bizarre, pas spécialement sur les zones pileuses. Donc méfiez-vous, quand vous avez ça, alors pensez au diabète. Et donc, si vous traitez, ça ne sert à rien si vous ne réglez pas le problème du diabète. Récidive assurée. Donc là, on va commencer gentil, on va aller crescendo. Ici, c'est quoi? Comment vous décrivez les lésions? Purpurique, c'est un purpura pétéchial. Alors, quelle est la caractéristique du purpura par rapport aux autres lésions de la peau? Hein? Voilà, ça ne disparaît pas à la vitropression. Et ici, c'était effectivement un choc septique. C'était au niveau des urgences d'Avicenne encore. Un purpura avec une extension rapide et des signes de choc très rapidement installés. C'était une méningite. Alors, le méningocoque est le premier incriminé dans les purpura fulminans, mais vous pouvez avoir un pneumocoque. Donc là, les réflexes à faire, c'est hémoculture en urgence, PL en urgence. Céphalosporine, bien sûr, vous connaissez le schéma. Quel est votre diagnostic? 60 ans sans antécédents. Qui dit érysipèle et pourquoi? C'est facile de dire érysipèle, mais pourquoi? Hein? Alors, érysipèle, pas érysipèle. Quand j'examine, j'ai ça. Très bien. Donc, c'était un érysipèle et la porte d'entrée était un intertrigo macéré. Donc là, c'est pour attirer votre attention que chez nous, 85% des portes d'entrée sont des intertrigos. Donc, il faut traiter l'érysipèle et traiter l'intertrigo. Systématiquement, chercher les intertrigos. C'est tellement fréquent chez nous avec les avulsions et les ports de chaussures, etc. que, donc, et regardez, c'est très bien limité. On peut tracer au stylo la limite du placard inflammatoire. Donc, l'érysipèle est toujours très, très, très bien limité. Quelqu'un 12 au stylo, les contours. OK? Donc ici, quand on fait le dextro, il était un peu élevé. Et quand on a fait un petit bilan, il y avait une hyperleucocytose à PNN et une CRP à 274. Donc des fois, vous avez des CRP très élevés, même pour des placards très limités chez les diabétiques. Alors méfiez-vous des érysipèles chez les diabétiques. Il faut traiter très énergiquement. On y arrive. D'accord? Je le fais à la fin. Et là, qu'est-ce que c'est? Tout de suite, rapide. C'est un érysipèle. Il est juste beaucoup plus étendu que tout à l'heure. Mais regardez, il y a toujours la parfaite délimitation. Vous pouvez passer au stylo les contours. D'ailleurs, on le fait toujours. C'est un stylo. On voit s'il y a une régression ou pas du placard. S'il y a une régression au bout de 48 heures, 72 heures, on est bon. S'il n'y a pas de régression ou une progression, il faut que je change mon antibiothérapie. D'accord ? Et regardez, ici, c'était des plaies traumatiques qui étaient la porte d'entrée. Il faut toujours chercher une plaie traumatique pour les érysipèles. Alors là, c'est quoi? D'abord érysipèle ou là? Même s'il y a des bulles. Très bien.
Bravo, c'est toujours de l'érysipèle. Pour dire que l'érysipèle peut commencer par un petit placard, tout à l'heure, ou là le dos de pied, comme il peut toucher toute une jambe, comme il peut donner des formes compliquées, comme ça, soit chez les personnes obèses, diabétiques, terrain immunodéprimés, ou. Et c'est un des messages que je tiens à passer, qui ont pris des INS ou de l'ibuprofène par les collègues ou en pharmacie. Alors, s'il vous plaît, je rappelle encore que devant toute infection des tissus mous, les anti-inflammatoires de toutes sortes sont strictement contre-indiqués. Strictement contre-indiqués. C'était une dame qui a eu des INS. C'est pour ça qu'elle a fait ça. D'accord ? Donc là, alors regardez, les bulles, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut les percer, n'est-ce pas ? On perce les bulles, mais on n'enlève pas la peau. S'il vous plaît. Plus on fait vite, plus je vous passe plus de cas. Alors, on perce les bulles, mais on n'enlève pas la peau. D'accord ? Ça, c'est le premier réflexe. Soins locaux, obligatoirement, le mouse sabone, parce que dès qu'il y a une infection, ça se remet. Le mouse sabone, quelle que soit l'infection, laver, eau ou savon, soit un antiseptique, ou il m'a une douche, le mouse sabone, elle a dit, c'est déjà pas mal. Et privilégier la douchette, parce que la douche, elle fait une détertion, elle élimine. D'accord ? C'est très important. Alors, Hadi, est-ce que c'est la porte d'entrée ? Je peux vous dire que ce n'est pas la porte d'entrée, c'est juste une bulle qui s'est rompue et qui n'a pas encore cicatrisé, d'accord ? Donc méfiez-vous de ça. Alors, soins locaux, accompagner la cicatrisation. Bien sûr, dans des formes comme ça, il faut les hospitaliser, alors que les autres formes, je les traite en ambulatoire, d'accord ? Alors, comment vous traitez les récipales ? Comment vous traitez en ambulatoire ? Alors, si vous avez au tout début, et si vous êtes sûr que c'est du streptocoque, les récipales, c'est streptococcique à la base, on peut donner de l'amoxicilline dans une forme débutante, simple, 7 jours, 10 jours, le tour est joué avec le traitement de la porte d'entrée. Si par exemple, c'est une forme chez un diabétique ou compliquée, là, soit on va lâcher la maladie, il a qu'un diabète bien équilibré, qu'il n'y a pas beaucoup de signes de gravité, je peux éventuellement traiter en ambulatoire, mais je donne 10 à 15 jours d'antibiothérapie, de préférence amoxicilline protégée, parce que je ne sais pas quand il y a un traumatisme, je ne sais pas qu'ils ont chopé un staphylocoque au passage, d'accord ? Même si c'est le strepto. Qu'est-ce qui signe l'imputabilité du streptocoque ? Comment vous êtes sûr que c'est du strepto ? On a un placard qui fait érysipèle. Comment je peux être sûr que c'est du strepto ? Sans faire d'examen. Moi, je veux être efficace Meloul. Le bourrelet, il se voit plus dans les récipales du visage. Il peut se voir au niveau de la jambe, mais ça, c'est juste pour dire que c'est un placard très bien limité. Donc, ça ne signe pas. C'est un érysipèle. C'est probablement streptococcique, mais il y a un élément à rechercher. C'est les frissons dans les prodromes. Quelqu'un qui fait de l'érysipèle à streptocoque, il va faire 48 heures avant ou 72 heures, un syndrome grippal avec de la fièvre modérée, 38,5, mais chez bzef. D'ailleurs, c'est très important. Si vous avez une fièvre à 40, pensez à autre chose que l'érysipèle. L'érysipèle, 38,5. Il va faire des frissons. Pourquoi ? Parce que les streptocoques vont décharger leurs streptococcines, les toxines, Les toxines, et ces toxines vont donner les décharges dans le sang et donc les frissons. Donc l'élément frisson est très important à l'interrogatoire. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, il y a quelques questions qu'il faut obligatoirement poser pour orienter votre diagnostic. Donc là, je vous donne les astuces pratiques, parce que quand on est aux urgences, on n'a pas 10 heures à passer, mais il faut avoir la pertinence des examens, de l'interrogatoire et des questions. Pardon ? Alors la dose, c'est du 50 mg par kilo et par jour, c'est la dose usuelle. D'accord ? Maintenant, quand vous avez des malades obèses, on peut tolérer jusqu'à 4 grammes, jusqu'à 5 grammes s'il n'y a pas d'insuffisance rénale. Attention. Quand vous décidez, alors là aussi, c'est un réflexe à avoir. Quand vous avez des malades aux urgences, qui viennent en urgence, ou le statut ديالهم, vous ne savez pas s'il y a, il faut faire attention aux doses, soit qu'ils ont un bilan, soit débarrer le traitement, mais demander un bilan rénal quand même chez les personnes âgées, hypertensives, diabétiques. Souvent, ils ont une néphropathie diabétique, ils ont une néphropathie hypertensive, mamaroufèche. Donc, méfiez-vous de l'insuffisance rénale. Donc, même si vous donnez de fortes doses, soit vous savez que tout va bien, allez-y, soit vous ne savez pas et démarrez, mais avec un bilan dans les 24 heures. Comme ça, vous pouvez toujours réajuster vos doses.
Donc réflexe, attention, les antibiotiques avec l'insuffisance rénale. Bien, donc cette malade, on l'a hospitalisée et quand on hospitalise, on donne le traitement par voie générale, parentérale pendant jusqu'à la pyrexie de 3 jours et après on fait le relais par voie orale. Si vous avez une résistance à l'amoxicilline protégée, c'est qu'il y a d'autres germes associés. Donc là, on n'hésite pas à passer au stade supérieur, genre céphalosporine par exemple, ou des malades très grabataires, on peut aller jusqu'à la vanco quand il y a des résistances, mais ça, ce sont des malades d'hospitalisation en général. Amoxicilline protégée. Les quinolones, on ne les donne pas dans les infections des tissus mous, d'accord ? La céphalo, on peut la donner. Alors, c'est la seule quinolone qui marche très bien, c'est la lévofloxacine, d'accord ? La Velox et compagnie, et générique. Je n'ai pas de conflit, juste pour donner un exemple. Alors là, ça marche très bien chez les diabétiques et devant des formes sévères et résistantes, d'accord ? Mais là aussi, il y a des contre-indications et tout. L'avantage de la Velox et de ces génériques, c'est que c'est 400 mg par jour, même en cas d'insuffisance rénale. C'est ça l'avantage. Donc, si vous avez des insuffisants rénaux, c'est une molécule à retenir. Qu'est-ce qu'on peut donner aussi ? En cas d'allergie, on peut donner des macrolides, essentiellement la piostacine. Alors, vous savez que la piostacine, malheureusement, mais c'est un traitement qui est très efficace sur ce genre d'infection cutanée. Piostacine, c'est 500 mg x 3 par jour. D'accord ? Donc, en général, 1,5 g, on peut ajouter 500 chez les obèses et ça marche très bien aussi. L'alternative thérapeutique, c'est l'acide fusidique. Mais l'acide fusidique, ce n'est jamais un traitement de première intention, s'il vous plaît. D'accord ? Jamais. L'acide fusidique est un traitement de seconde intention. On va donner de la fusidine comprimée, 250, 2, donc 3 grammes par jour si c'est obèse. Si c'est un petit poids, on peut donner que 500 x 3, d'accord ? Que 250 x 3, d'accord ? Donc voilà, et c'est 10 jours de traitement minimum avec l'acide fusidique, mais ce n'est jamais un traitement de première intention. Il y a énormément de résistance avec l'acide fusidique. C'est bon, c'est clair pour le traitement ? Allez, on passe. Chouïa. Alors, érysipèle ou pas érysipèle ? Hamid, tu m'arrêtes quand tu veux. C'est des cas cliniques, donc... Hein ? Bien, alors... Érysipèle ou pas érysipèle ? Vite. Érysipèle, elle lèche. Il est très très bien limité. Placard inflammatoire, chaud, sensible. Voilà, c'est toujours un placard chaud, sensible, rouge, érythémateux et très bien limité. Oui. Et là, ça, c'est une porte d'entrée. Ce n'est pas une conséquence comme tout à l'heure. C'est une petite ulcération chez une femme qui a des troubles vasculaires, voilà, et veineux. Donc, on peut avoir ce genre de choses, méfiez-vous. Mais ça reste quand même débutant. Donc il faut attaquer tout de suite. C'est une malade qu'on peut traiter en ambulatoire. Alors j'ai cherché des photos récentes, actuelles, des photos QDEM, pour multiplier les cas. Regardez ici. Alors méfiez-vous. Pourquoi j'ai montré cette photo ? D'abord pour montrer la parfaite délimitation du placard. Vous le voyez, très bien limité. On ne peut pas se tromper. Mais aussi pour montrer le henna. Alors attention, c'est une catastrophe. Les gens qui ont des portes d'entrée, et au lieu de les soigner avec des antiseptiques et le maus saboun, comme on dit chez nous. Donc ils vont ajouter non seulement le risque de contamination par un germe qui circule ou je ne sais quoi, mais ils peuvent aussi induire un tétanos ou je ne sais pas moi. Donc il faut faire attention et il faut faire de l'éducation des patients dans ce sens. Le henna n'est pas un traitement. Donc voilà, c'est des érysipèles de la jambe avec des érosions et les bulles par œdème expliquent ça. Après, on a des formes atypiques comme ça. Alors, érysipèle ou pas érysipèle ? On est toujours devant des jambes rouges, aiguës, fébriles. Érysipèle. Alors, je joue érysipèle. Très bien. Donc, regardez. Alors, ici, pourquoi j'ai montré ce placard-là ? Parce qu'il y a du purpura. Alors, des fois, soit que les malades sont sous anticoag, AVK, etc., soit qu'ils ont un lit vasculaire, personnes âgées, il n'est pas rare de trouver un peu de purpura. Alors, un peu de purpura dans un placard typique qui répond bien, ça ne nous inquiète pas parce que c'est un purpura par fragilité vasculaire ou là, c'est un purpura, c'est une vascularite infectieuse dans le cadre de l'érysipèle. Donc, ce n'est pas exclu de temps en temps, dans des formes sévères, de trouver des lésions purpuriques dans le placard. Mais méfiez-vous, purpura, mais chez il y a nécrose. Attention, hein, n'est-ce pas ?
On va y arriver. Donc ça, c'est pour attirer votre attention par rapport à ça. Des fois, on a des placards pas trop bien limités. Et quand vous avez des placards pas trop bien limités, pensez à l'incrimination de staph ou la d'anaérobie en plus du strepto. D'accord? Et puis, on peut avoir des formes bilatérales. Est-ce qu'on va dire que non, ce n'est pas un érysipèle? Si, il y a des formes. Alors, quelle est la particularité chez cette patiente-là qui a en plus des ulcérations? Ce n'est pas des bulles, c'est pas des ulcérations, ce n'est pas des érosions des bulles, ce sont de vraies ulcérations profondes. Donc, c'est ça la porte d'entrée chez cette malade. Quelle est la particularité de ces jambes-là? Pourquoi il nous fait un érysipèle bilatéral? Quelle insuffisance? Non. Graisse, non. Bravo. C'est un lymphœdème. Alors, il faut savoir que le lymphœdème est un facteur de risque de l'érysipèle et que l'érysipèle est un facteur de risque de lymphœdème. Donc, il faut traiter très vite, surélever la jambe, pour ne pas avoir chez les personnes âgées un lymphœdème séquelaire qui lui-même va être la cause des récurrences de l'érysipèle. Donc là, c'était aussi un message à vous passer à travers ces cas cliniques. Donc, vous voyez une pathologie, une diversité de situations aux urgences, comme quoi il faut avoir l'analyse. Il faut toujours analyser devant chaque situation. Alors ici, le problème c'est quoi? C'est qu'ils ont des plis, donc ils soignent mal, ils lavent mal, ils sèchent mal. Donc c'est des portes d'entrée. D'accord? Et puis les intertrigos, etc., etc. Donc le lymphœdème est une forme très très fréquente de lymphœdème, d'érysipèle. Et dans ce cas-là, il faut obligatoirement, dès le premier épisode, instaurer un traitement prophylactique par antibiothérapie. Par exemple, si je donne 10 jours d'antibiotiques, le 11e jour, je commence ma pénitar. Si c'est 15 jours de traitement, le 16e jour, je commence ma pénitar quand il n'y a pas de contre-indication à l'injection intramusculaire que vous connaissez. S'il y a des contre-indications à l'intramusculaire, je rappelle les maladies musculaires, les anticoags et l'infection locale, je passe à l'oracyline par voie orale, 500 000 unités, un comprimé par jour. D'accord? Alors, en général, on fait 6 mois, on réévalue. Et des fois, chez certains patients, on reste à vie. D'accord? La pénitar, c'est en général, on donne 2,4 millions chaque 21 jours, 1,2 million dans chaque fesse. OK? Donc, voilà les situations. Donc, et alors, le réflexe devant des jambes rouges aiguës fébriles, c'est chaque fois que vous avez un doute, faites votre échodoppler. Chaque fois que vous, le principal diagnostic différentiel reste la phlébite, même si le tableau clinique n'est toujours pas similaire, mais méfiez-vous. Donc personnalité, âgée, etc. Si vous avez un doute, faites l'échodoppler pour éliminer la phlébite. Et diagnostic différentiel, le deuxième très important, c'est la fasciite nécrosante. Alors, quels sont les signes à craindre? Comment je peux penser que ma jambe peut être une fasciite nécrosante? 3 éléments importants. Parce que floul, c'est la même chose, c'est une jambe rouge aiguë fébrile. Ça commence exactement de la même manière. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Vous savez que la fasciite nécrosante, vous avez 6 à 8 heures pour sauver le membre, et vous avez 24 heures pour sauver la vie. Au-delà de ces délais, au-delà de 8 heures, me chatte la jambe, elle est comme ça. Si vous retardez 24 heures, c'est le pronostic vital. Donc ça, c'est une décharge. Ce sont des maladies, vous avez les draps d'IEL service, regardez. Donc décharge, alors c'est une fasciite nécrosante. Alors, il faut toujours, quand vous avez des jambes aiguës, fébriles, rouges, on cherche le ballottement dans le sens de phlébite, mais on ne fait pas la dorsiflexion, s'il vous plaît. On ne la fait plus. Parce qu'avant, on la faisait parce qu'on n'avait pas d'échodoppler. D'abord, l'échodoppler qui est partout. La dorsiflexion, vous pouvez envoyer un embol vers le poumon. Donc, on ne fait plus de dorsiflexion. Ballottement, diminué, échodoppler. Je palpe mon placard. Si j'ai des crépitations neigeuses, si j'ai une mauvaise odeur, si j'ai un membre qui était chaud, qui devient à refroidir, parce que dans la récipale, ça ne refroidit jamais. C'est ses bras. Si ça commence à refroidir, si j'ai des marbrures, livées d'eau, nécrose, le membre voilà, attention, vous êtes dans la fasciite nécrosante, donc triple antibiothérapie par voie veineuse, hospitalisation d'urgence et décharge chirurgicale pour nettoyer et mettre à nu ça. Donc c'est traitement médico-chirurgical, triple association, d'accord, par voie intraveineuse, bien sûr, avec une anticoagulation efficace et tout le reste. Donc là, méfiez-vous de ça et je crois que je vais m'arrêter ici. Oui.
pour voilà, faire un petit peu, on ne peut pas tout faire. On peut faire un jour les urgences du visage, les urgences... voilà, merci. Ça sera ça sera pour une autre fois, Inch'Allah. Voilà, j'ai fait exprès de faire des formes topographiques. Comme ça, vous sortez d'ici avec un très bon raisonnement clair au niveau de la jambe déjà. C'est très bien. Parce qu'au lieu de faire des cas mkhaltin, j'ai préféré la jambe rouge de bout en bout. Comme ça, les choses sont claires. Bon, alors, nous remercions, professeur. Merci à vous.